Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées à la dynamique des structures. Pour l'application numéro 12, il s'agit d'un bâtiment à un seul niveau soumis simultanément à la force FDT est égale à 10 puissance 5 sinus 25T et à une excitation du sol telle que x2 points est égal à 0,4 G sinus 25T. La question demandée, déterminer le déplacement horizontal maximal du plancher. Question 2, déterminer la contrainte normale maximale dans le poteau P, nous avons ici, en tenant compte du poids propre du plancher, c'est-à-dire en tenant compte du poids de la masse petit m. C'est-à-dire on doit tenir compte de la raideur axiale de la structure. Alors, ici, on nous donne H est égal à 3 mètres, le module de Young est égal à 31 gigapascal, la masse de la structure est égale à 70 tonnes, le facteur d'amortissement est égal à 4%. Alors, la question numéro 1, on nous demande de déterminer le déplacement horizontal maximal du plancher. Or, on sait que pour un régime vibratoire forcé amorti, le déplacement maximal est donné par la relation X maxi est égal à D fois P0 sur K, avec D le facteur d'amplification dynamique, P0 la charge équivalente statique et K la raideur équivalente. Donc nous, pour accéder à cette valeur maximale, on doit tout d'abord déterminer la raideur équivalente de la structure. Alors, ici, il faut constater que le bâtiment est composé de 5 poteaux, dont 2 poteaux sont identiques et 3 poteaux sont identiques. L'ensemble de ces 3 poteaux sont en parallèle, alors la raideur équivalente de la structure sera égale à la somme des raideurs. On est d'accord? Donc, la raideur équivalente, c'est égal à K1 plus K2 plus K3 plus K4 plus K5. Or, K1 est égal à K5, donc K équivalent entre le poteau 1 et le poteau 5 sera égal à 2K1, ce que j'ai ici. Or, le poteau 2, 3 et 4 sont identiques, même section et même hauteur. Donc, la raideur équivalente de ces 3 poteaux, ce sera 3 fois K2, ce que j'ai marqué ici. Alors, la raideur équivalente sera égale à 2K1 plus 3K2. D'accord? Alors, à partir de là, je dois chercher à déterminer la raideur équivalente du poteau P1. Alors, constatez que la liaison du poteau P1 est une liaison articulation encastrée. Et pour une liaison articulation encastrée, la raideur équivalente du poteau est donnée par cette relation. K1 est égal à 3EI divisé par H au cube. Or, I étant le moment quadratique pour une section rectangulaire, I est égal à A au cube B sur 12, suivant la coupure et suivant l'axe ZZ'. On trouve A au cube B divisé par 12, avec A est égal à 30 cm et B est égal à 40 cm. En remplaçant l'expression de I ici, on peut trouver que K1 est égal à E multiplié par A au cube B divisé par 4H au cube. Et de là, on peut faire l'application numérique. On trouve après calcul une valeur de 3,1 fois 10 puissance 6 newton par mètre. Alors, pour ce qui est du poteau P2, nous avons une liaison bi-encastrée. Et pour une liaison bi-encastrée, parce que encastré, donc bi-encastré. Pour une liaison bi-encastrée, la raideur équivalente du poteau P2 est donnée par cette relation. Donc, K2 est égal à 12 EI divisé par la hauteur donc, du poteau P. On est d'accord? Donc, la hauteur ici est égale à 1,5 H. Donc, ça sera donc 1,5 H, le tout au cube. Alors, or, toujours, le moment quadratique est égal à A au cube B sur 12. En remplaçant I par son expression, on peut aboutir à l'expression des K2 suivantes. En faisant l'application numérique, vous trouverez une valeur de 3,67 fois 10 puissance 6 newton par mètre. Alors, connaissant K1 et K2, maintenant, vous pouvez maintenant faire la somme. Alors, on sait que K est égal à 2 fois K1, 2 fois K1, plus 3 fois K2. D'accord? Alors, en faisant l'application numérique, vous trouverez une valeur de 17,21 fois 10 puissance 6 newton par mètre. C'est la valeur de la raideur équivalente de la structure. Alors, connaissant la raideur équivalente, on peut maintenant évaluer la pulsation propre de la structure. Donc, oméga 0 est égal à racine carrée de K sur M.
Et de là, on trouve une valeur de 15,67 radians par seconde. Alors, après avoir déterminé les caractéristiques dynamiques de la structure, on peut maintenant déterminer l'équation différentielle renfermant les deux excitations, l'excitation du sol et l'excitation due à la charge. Alors, l'équation différentielle d'un système soumis à un mouvement vibratoire forcé amorti s'écrit de la manière suivante. Donc, U 2 points plus alpha U point plus oméga 0 carré U est égal à moins M x 2 points plus F dt. Alors, x 2 points, c'est l'accélération due par rapport à l'excitation du sol. Alors, l'excitation du sol, nous avons son accélération qui est là. Alors, dans la plupart des temps, pour ce qui est de l'excitation du sol, on vous donne souvent le déplacement. Alors, si on vous donne le déplacement x dt, il faut dériver pour trouver la vitesse, ensuite dériver pour obtenir l'accélération. Parce que dans cette expression, c'est toujours l'accélération qu'on prend en compte. On est d'accord? Parce que m fois x 2 points, ça nous donne une force. D'accord? M gamma est égal à la force F, d'après la deuxième loi de Newton. Alors, là, nous avons moins M x 2 points plus F dt. Ça, c'est l'équation différentielle de manière générale, en tenant compte de l'excitation du sol et de l'excitation due par rapport à la charge F dt. Si l'excitation du sol est négligeable, dans ce cas-là, cette partie sera égale à 0, ça va vous rester que ça. D'accord? Maintenant, si les deux excitations sont là, dans ce cas-là, il faut les prendre en compte. On y est. Alors maintenant, je remplace. À quoi vaut x2 points? X2 points est égal à 0,4 g sinus 25t. Donc je remplace son expression. À quoi vaut f dt? Alors remarquez aussi que f dt est égal à 10 puissance 5 sinus 25t. Donc c'est une charge harmonique. Donc on peut l'écrire sous la forme f dt est égal à f0 sinus 25t. Avec f0 est égal à 10 puissance 5 newton. C'est ce que j'ai fait ici. On y est. Alors, à partir de là, on peut constater aussi que les deux excitations ont même pulsation. Donc, nous avons ici oméga égale à 25 radians par seconde. Ici, nous avons oméga est égal à 25 radians par seconde. Donc, le problème devient très facile à résoudre. Donc, on peut maintenant factoriser par sinus 25t. Et en factorisant par sinus 25t, on peut aboutir à l'équation suivante. Donc, on aura moins facteur de 0,4 mg moins f0, le tout sinus 25t. Alors, on peut poser par P0 égale à 0,4 mg moins f0. Avec P0, sera donc la résultante statique de ces deux excitations. D'accord? Donc, P0, après calcul, on trouve une valeur de 1,8 fois 10 puissance 5 newton. Alors, cette équation différentielle peut s'écrire sous cette forme. Donc, U2 point plus alpha U point plus oméga 0 au carré U est égal à moins P0 sinus 25t. On est d'accord? Donc, nous avons obtenu la résultante statique de ces deux excitations. C'est ça la valeur dont nous on cherchait. Alors, après avoir déterminé l'équation différentielle du mouvement résultant de ces deux excitations, on peut maintenant chercher à déterminer le facteur d'amplification dynamique. Et pour calculer le facteur d'amplification dynamique, on doit tout d'abord déterminer le rapport des pulsations. Alors, on sait que le rapport des pulsations R est égal à oméga sur oméga 0. Oméga pour nous est égal à 25 radians par seconde. Donc, on aura 25 sur la pulsation oméga 0. Et en faisant les calculs, vous trouverez une valeur de 1,59. Alors, connaissant le rapport de pulsation, on peut maintenant calculer le facteur d'amplification dynamique. Alors, pour un mouvement vibratoire forcé amorti, le facteur d'amplification dynamique est donné par cette expression, avec R étant le rapport de pulsation et lambda étant le facteur d'amortissement. On est d'accord? Alors, en remplaçant R par sa valeur et lambda par sa valeur, on aboutit à une valeur de 0,65. Alors, connaissant le facteur d'amplification dynamique et la résultante statique de ces deux excitations, on peut maintenant calculer le déplacement maximal de la structure. Donc, X maxi est égal à D fois P0 sur K, avec P0 étant la résultante statique de ces deux excitations que nous avons ici. Donc, sa valeur numérique est de 1,8 fois 10 puissance 5 newton.
K étant la raideur équivalente de la structure. D'accord? D, vous avez sa valeur. Alors, en faisant l'application numérique, vous trouverez une valeur de 0,0068 mètres. Voilà donc la valeur du déplacement horizontal maximal du plancher demandé. Alors, la question numéro 2 nous demande de déterminer la contrainte normale maximale dans le poteau P en tenant compte du poids propre du plancher. Alors, si on tient compte du poids propre du plancher, alors la structure sera soumise à deux sollicitations. Une flexion qui sera due par rapport à l'effort FDT et une compression qui sera due par rapport au poids du plancher. Alors, nous devons tout d'abord déterminer la contrainte due par rapport à l'effort FDT. Ensuite, la contrainte due par rapport au poids du plancher. Alors, pour ce qui est de la contrainte due par rapport à l'effort FDT, on peut dire que sigma maxi du poids P dû par rapport à F est égal au moment de flexion maxi divisé par le moment quadratique multiplié par X avec IZZ' est égal à A au cube fois B divisé par 12, avec A est égal à 30 cm et B est égal à 40 cm. X est égal à A divisé par 2, avec A est égal à 30 cm. En remplaçant X par son expression, le moment quadratique par son expression, on peut aboutir à l'expression de la contrainte maximale due par la flexion dans le poteau P. D'accord? Or, on sait que le moment de flexion maxi par rapport au poteau numéro P est égal à l'effort tranchant maximal par rapport au poteau P multiplié par L sur 2, avec L est égal à la hauteur du poteau. Or, l'effort tranchant maximal dans le poteau P est égal à la raideur équivalente du poteau P multiplié par le déplacement maximal horizontal. Or, le déplacement maximal horizontal, nous l'avons calculé dans la question numéro 1. Et K2, nous l'avons aussi évalué dans la question numéro 1. Avec L est égal à 1,5 H. Donc, on a noté ici par grand H. Alors, en faisant l'application numérique, en remplaçant K2 par sa valeur, X maxi par sa valeur, H par sa valeur, après calcul, on trouvera une valeur de 5,62 fois 10 puissance 4 Nm. Alors, connaissant le moment de flexion maximale dans le poteau P, on peut maintenant calculer la contrainte maximale dans le poteau P, due par rapport à la flexion. Donc là, on peut écrire que sigma maxi dans le poteau P dû par rapport à la flexion est égal à 9,36 fois 10 puissance 6 pascal. On peut l'amener en mégapascal, on peut trouver une valeur de 9,36 mégapascal. Alors, la contrainte normale due au poids propre du plancher est donnée par cette relation. Sigma est égal à NP divisé par A, avec A étant la section. Donc, A est égal à 0,3 multiplié par 0,4. Donc, pour nous, ça va nous donner une valeur de 0,12 mètres carrés. Alors, ce qui nous manque, c'est l'effort normal du poteau P. D'accord? Alors, on constate que nous avons une compression. Alors, on va s'intéresser par rapport à la raideur axiale. On doit avoir la raideur axiale du poteau P et la raideur axiale du système. Alors, le poteau P1, P2, P3, P4 et P5 sont en parallèle. Néanmoins, l'allongement du poteau P est égal aussi à l'allongement du système. Pour accéder à la valeur de N en fait, du poteau, on doit utiliser cette égalité en disant que l'allongement du système est égal à N, égal à l'effort normal du poteau P divisé par la raideur axiale du poteau P. D'accord? Est égal aussi à la masse de la structure, c'est-à-dire que la masse du plancher divisé par la raideur équivalente axiale. Alors, à partir de là, on peut tirer NP. Alors, NP sera égal à la raideur axiale du poteau P divisé par la raideur axiale du système multiplié par la masse du plancher. Pardon, multiplié par le poids du plancher. On est d'accord? Alors maintenant, on doit déterminer la raideur axiale du poteau P, que nous avons ici, ainsi que la raideur axiale de la structure. On est d'accord?
Alors, on commence par la détermination de la raideur axiale du poteau P. Alors, la raideur axiale est donnée par cette formule. La raideur axiale du poteau P est égale au module de Young multiplié par la section divisé par la longueur du poteau à la puissance 3. Après calcul, vous trouverez une valeur de 4,08 fois 10 puissance 7 newtons par mètre. Alors maintenant, on doit déterminer la raideur équivalente axiale de la structure. Alors là, on peut écrire que la raideur axiale équivalente de la structure, c'est égal à 2 fois K1, avec K1 est égal à E fois A divisé par la hauteur H au cube. On est d'accord? Plus 3 fois EA sur H, grand H pour moi, est égal à 1,5 H. On est d'accord? À partir de là, on peut factoriser par EA. Donc, on aura EA facteur de 2 sur H au cube plus 3 sur grand H au cube. Avec grand H au cube est égal à 1,5 H qui est égal à 4,5. D'accord? Alors maintenant, en remplaçant E par sa valeur, A par sa valeur, vous avez ici. Donc, petit h par sa valeur, grand H par sa valeur, on aboutit à une valeur de 3,9 fois 10 puissance 8 newtons par mètre. Alors maintenant, on connaît la raideur axiale du poteau P, la raideur axiale équivalente de la structure. Maintenant, on peut calculer l'effort normal du poteau P. D'accord? Vous avez ici son expression. Maintenant, en faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 4,18 fois 10 puissance 4 newtons. Pour moi, j'ai pris G est égal à 10 pour faciliter les calculs. Alors, maintenant, connaissant l'effort normal du poteau P, on peut maintenant appliquer la formule pour déterminer la contrainte due par rapport à la masse propre du plancher. Là, on trouve sigma est égal à 3,48 fois 10 puissance 5 pascal, qui est égal à 0,348 mégapascal. Alors, connaissant la contrainte normale due par rapport au poids propre du plancher par rapport au poteau P, maintenant on peut déduire la contrainte maximale reprise par le poteau P. Donc, sigma P est égal à sigma mg plus ou moins sigma mp df. Alors, la contrainte due par rapport au poids propre du plancher est égale à 0,348. La contrainte maximale due par rapport à l'effort F est égale à 9,36 mégapascal. Alors, ici, on aura, pour la première partie, si vous faites plus, on aura 0,348 plus 9,36. Vous aurez une valeur de 9,708 mégapascal. Maintenant, si vous calculez par rapport au côté moins, on aura 0,348 moins 9,36 et de là, on aura une valeur de moins 9,012 mégapascal. Donc, voilà les deux valeurs que peut prendre la contrainte maximale reprise par le poteau P. D'accord? Soit ça va être égal à 9,708 mégapascal ou bien moins 9,012 mégapascal. Et de là, si vous voulez, vous pouvez donner l'allure de la contrainte maximale reprise par le poteau P. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée à la dynamique des structures.